Alors justement, on parlait de ricanement avec Papacito il y a quelques minutes. Donc il y a quelqu'un qui nous accuse d'être finalement les ricaneurs, les Papacito et les Raptors de gauche. Attends, on va regarder. C'est au moins en partie vrai. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est un spinoziste forceur, et c'est vrai que moi je fais tout le temps éloge du spinozisme, parce que tu sais, c'est plus rare que les gens utilisent Spinoza de manière chiante. Et vous voyez qu'on suce pas tous les insoumis, parce que lui c'est vraiment la side rouge-brun universaliste, insoumis, insupportable, grande école. Salut tout le monde, vous y avez cru ou pas? Donc non, aujourd'hui on va pas répondre à Dany et Raz qui se sont fendus d'un nouveau React au vitriol à mon égard. C'est pas la première fois que ça arrive, mais comme pour le coup d'avant, j'ai pas particulièrement envie de répondre, en tout cas pas sur un format indirect comme ça. Pas parce qu'il y a rien à dire, il y a même d'ailleurs des critiques légitimes dans ce qu'ils ont dit, un petit peu perdu au milieu des insultes mais quand même. Mais donc je vais pas répondre par vidéo interposée parce que ça ne m'intéresse pas. Dany, si tu passes par là, je veux bien qu'on discute, mais ça ne m'intéresse pas d'échanger avec toi de cette manière-là. Je l'ai fait la première fois et la vidéo a bien marché, mais moi j'ai pas envie d'être dans ce type d'interaction avec toi. Donc si vraiment t'es sincère dans tes critiques, t'es le bienvenu sur la chaîne pour en parler, moi je suis pas fermé à la discussion et je pense pas non plus que ce que je dis est irréprochable. Donc tu peux me contacter par exemple sur Twitter et on pourra enregistrer une conversation où on parlera création de contenu, méthode, politique, éthique, philosophie, tout ce que tu veux. Et ce sera plus intéressant, je pense, que de s'envoyer des taquets par vidéo interposée. La balle est dans ton camp. Et donc le vrai sujet de l'épisode d'aujourd'hui, c'est celui de l'assassinat de Brian Thompson, directeur général de United Healthcare, qui a eu lieu il y a une dizaine de jours, le 4 décembre 2024, je pense que vous êtes au courant. Depuis, il y a eu du nouveau, puisque vous avez vu sans doute que cette semaine, un suspect a été arrêté en Pennsylvanie, Luigi Mangione, qui est un jeune homme de 26 ans, dont le parcours et les origines sociales le prédestinaient pas vraiment au crime. On va y venir. Alors j'ai dit que c'était un suspect, à l'heure actuelle, il est officiellement poursuivi pour le meurtre de Brian Thompson. Donc c'est pas un demi-suspect. Alors l'angle de l'épisode d'aujourd'hui, ça va pas être tellement de se focaliser sur l'assassinat en soi. Je sais qu'il y a une partie des gens qui analysent cet événement en faisant de Mangione un héros. Moi je pense que c'est plus compliqué que ça, notamment ça pose question sur le fait de se faire justice soi-même et même sur la question de la peine de mort. Vous savez également ce que je pense de la violence et des affects qui lui sont associés. On en a parlé suffisamment récemment. Cela dit, du point de vue de la philosophie morale et en fonction des conséquences sociopolitiques de cet assassinat, on peut envisager un argument utilitariste qui trouverait une légitimité à cet acte. Je vous dis pas que c'est ce que je pense, je vous dis qu'on pourrait défendre un tel argument, en tout cas du point de vue conséquentialiste. Si par exemple cet événement est le déclencheur d'un changement énorme de paradigme dans le domaine de la santé et de son coût aux États-Unis, qui aboutit à un modèle plus vertueux et plus juste d'un point de vue économique et social, eh bien une approche purement utilitariste, purement conséquentialiste pourrait justifier ce meurtre. Pas sa légalité, mais son aspect moral. Encore une fois, moi c'est pas ce que je pense. Et c'est pas l'unique sujet de l'épisode parce qu'un autre aspect qui me semblait intéressant par rapport à cet événement, c'est de réfléchir aux causes qui l'ont provoqué. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'éléments qui portent à croire que cet assassinat a été motivé vraiment par des raisons politiques, que Luigi Mangione a abattu Brian Thompson par détestation du système de santé américain et de ce qu'il signifie pour le commun des citoyens en termes de précarité. Et moi je pense que, qu'on soit d'accord ou pas avec l'acte, c'est important de réfléchir aux causes qui l'ont provoqué. C'est ce qu'on va faire un peu plus tard parce que on dit tout le temps en France que la santé aux États-Unis c'est un modèle très inégalitaire et même vicieux, mais on sait pas forcément à quel point, et surtout je pense qu'on se rend pas forcément compte que ça nous concerne un peu aussi quand même. Donc on va aussi un peu parler de ça aujourd'hui, et en particulier des pratiques des compagnies d'assurance et des stratégies qu'elles utilisent pour maximiser leur rentabilité, au détriment de leurs clients évidemment. Alors, pour vous rappeler un petit peu les faits, donc le 4 décembre dernier, vers 6h45 du matin, Brian Thompson, qui était le DG de United Healthcare, arrive à l'hôtel Hilton Midtown de New York où il se rendait pour une convention actionnariale du groupe auquel appartient sa boîte. Et donc à ce moment précis, quand il arrive aux abords de l'hôtel, parce qu'il y a quelqu'un qui l'attendait, il se fait tirer dessus à plusieurs reprises donc par un homme masqué et encapuchonné qui s'enfuit juste après l'attaque. Quelques minutes plus tard, Thompson est transporté à l'hôpital new-yorkais Mount Sinai West où il est déclaré mort à 7h12, donc moins d'une demi-heure après l'attaque. Donc au tout début, on pense à un meurtre commandité, mais rapidement c'est plutôt la thèse d'un assassinat politique ou disons idéologique qui émerge, et ce pour plusieurs raisons. On a vu par exemple sur des douilles et des munitions retrouvées sur le lieu du meurtre des références explicites à des termes qui renvoient aux pratiques des compagnies d'assurance américaines. Ce qui laisse à penser que Thompson a été tué du fait de son activité professionnelle. Delay et deny, retarder et refuser, qui étaient les mots retrouvés sur les cartouches, ça fait partie des pratiques communes utilisées dans le secteur de l'assurance pour maximiser la rentabilité. Par exemple, en faisant traîner au maximum le remboursement des soins des assurés. Et d'ailleurs, Delay, Deny and Defend, c'est le titre d'un ouvrage extrêmement critique des compagnies d'assurance de santé américaines, écrit par Jay Feinman, et dont je vais vous lire un extrait tout de suite pour que vous voyez à quel type de pratique on peut être confronté en tant que client aux États-Unis. Encore une fois, il ne s'agit pas de légitimer l'action de Luigi Mangione. Ce que je veux faire, c'est de décrire le système de santé américain. Comme le livre n'est pas traduit, c'est une traduction maison que je vous propose, et en l'occurrence, ce sont les premiers mots du prologue, donc c'est vraiment au tout début du bouquin, qui raconte une histoire vraie, comme si le lecteur ou la lectrice en était le protagoniste. Je cite. Vous roulez sur l'autoroute quand, soudain, votre roue arrière gauche se détache et votre voiture heurte violemment le sol, vous causant une blessure au dos. Un mois plus tard, vous subissez une intervention chirurgicale pour opérer la hernie discale occasionnée par l'accident.
Bien que vous n'ayez pas d'assurance santé, vous partez du principe que vos frais médicaux seront couverts. En effet, vous avez souscrit une police d'assurance automobile auprès d'une compagnie qui promettait une certaine bienveillance, et cette police inclut une garantie de paiement des frais médicaux en cas d'accident. L'assurance ne paie pas. 6 mois après l'accident, alors que vos factures atteignent les 11 000 $, votre compagnie d'assurance vous envoie enfin un chèque de 1 662 $ et 18 centimes. Vous avez besoin de subir une seconde opération, mais l'hôpital refuse de vous donner accès à une thérapie physique après l'intervention, puisque vous ne pouvez pas régler la facture. Vous engagez un avocat, obtenez d'autres rapports médicaux complémentaires, et enfin, 3 ans après l'accident, la compagnie d'assurance finit par vous verser ce qu'elle vous devait depuis le début. C'est ce qui est arrivé à Cindy Robinson, dont l'histoire est relatée dans le chapitre 7. Donc les termes delay et deny, c'est à ça que ça fait référence. Parce que même si oui, la compagnie d'assurance finit par vous rembourser, l'opération a été extrêmement bénéficiable pour elle, puisque dans tous les cas, elle fait de la trésorerie sur votre dos. Métaphoriquement et même littéralement dans le cas de cette femme dont il s'agit, Cindy Robinson. Donc voilà un peu pour les pratiques dont on parle. Mais avant de poursuivre, je voulais aussi quand même vous donner quelques éléments sur Luigi Mangione, donc l'auteur présumé de cet assassinat. C'est donc un jeune homme de 26 ans qui est issu d'un milieu social aisé, il vient de Baltimore, mais pas du tout la partie de la ville qu'on voit dans The Wire, puisque lui, visiblement, sa famille a fait fortune dans l'immobilier local, donc dans le Maryland. Il a reçu une éducation privée, donc assez chère, notamment à la Gilman School de Baltimore. Il était d'ailleurs valedictorian, donc en gros major de promo en 2016, et vous avez peut-être vu passer son discours de remise de diplôme. Et après ça, il a suivi différents cursus à la prestigieuse UPenn, donc l'université de Pennsylvanie, où il a obtenu un master en sciences de l'informatique en 2020. Après ses études, il a travaillé en tant que ce qu'on appelle data engineer dans une société qui s'appelle TrueCar jusqu'à au moins 2023. Il semblerait en revanche qu'en 2024, pendant plusieurs mois, il ait coupé les ponts avec ses proches, qu'il est disparu pendant un certain temps avant de refaire surface, tout récemment. Maintenant, en ce qui concerne l'assassinat de Brian Thompson, il semblerait que Mangione ait écrit un court manifeste à ce sujet. C'est le journaliste Ken Klippenstein qui l'a publié, et avant de poursuivre, je voulais le lire. Là encore, c'est ma traduction. Vous allez voir que c'est assez court et que les motivations idéologiques sont évidentes. Je cite. « Je m'excuse sincèrement pour tout conflit ou traumatisme causé, mais ça devait arriver. Franchement, ça pendait au nez de ces parasites. Un rappel, les États-Unis ont le système de santé le plus cher au monde, mais sont classés 42e en ce qui concerne l'espérance de vie. United Healthcare est l'une des plus importantes entreprises américaines en termes de capitalisation boursière, derrière seulement Apple, Google et Walmart. Elle n'a cessé de croître, mais notre espérance de vie, elle, a-t-elle augmenté? Non. La réalité est que ces sont tout simplement trop puissants et continuent de maltraiter notre pays et de faire des profits colossaux, parce que le public américain les a laissés faire. Évidemment, le problème est plus complexe, mais je ne peux pas développer. Et par ailleurs, je ne prétends pas être la personne la mieux qualifiée pour exposer l'argumentaire intégral, mais beaucoup ont déjà mis en lumière cette corruption et cette cupidité, comme par exemple Rosenthal ou Moore, il y a des décennies, et les problèmes demeurent. Ce n'est plus une question de sensibilisation du public à ce stade, mais clairement des jeux de pouvoir. Je suis cela dit et à l'évidence le premier à y faire face avec une honnêteté aussi brutale. Alors il y aurait tout un débat à avoir sur la légitimité de la violence, moi je pense que c'est rarement la meilleure solution, mais on va pas rentrer dans ce débat. Dans le cas présent, comme je vous l'ai dit en intro, en fonction des conséquences à moyen et long terme de cet acte, il pourrait à l'avenir être possible de formuler un argument utilitariste, ou en tout cas sa potentialité morale en faveur de l'acte de Luigi Mangione. Et c'est pour ça qu'un certain nombre de commentateurs et commentatrices, notamment à gauche, ont fait de l'acte de Mangione quelque chose d'assez noble. Contrepartie, on a eu des déclarations un peu bateaux, notamment dans la presse, sur la valeur de la vie humaine, ce qui dans l'absolu n'est pas faux, mais me semble pas particulièrement intéressant. Et en fait, moi ce qui me paraît manquant d'un côté comme de l'autre, c'est surtout une analyse sur un autre aspect conséquentialiste de cet événement, la potentielle normalisation du fait de se faire justice soi-même. Parce que le problème en fait, c'est que si vous dites que c'est ok dans un cas, pourquoi ça serait pas ok dans un autre? Et ensuite, qu'est-ce qui empêche des milices d'extrême droite, dont on connaît la propension à la violence, d'aller se faire justice elles-mêmes? La question se pose. Et par ailleurs, il y a une vraie hypocrisie de la part de certains à gauche sur cet assassinat, sur la question de la peine de mort. Parce que célébrer l'acte de Mangione, c'est défendre une forme de peine de mort, qui en plus n'est même pas judiciarisée, donc c'est totalement arbitraire. Et moi je pense qu'il faut être cohérent. Si on est contre la peine de mort, on l'est tout le temps. Tout cela étant dit, je pense qu'il faut également comprendre la frustration du public, notamment américain, concernant le système de santé et ses pratiques. On a l'impression à l'heure actuelle, et c'est pas du tout exclusif aux compagnies d'assurance, que quoi que puisse faire un dirigeant d'entreprise, et quelles que soient les conséquences éthiques de ses choix stratégiques pour sa boîte, tant qu'il ne viole pas allègrement la loi, il ne sera jamais inquiété. Brian Thompson, sous sa gouvernance, United Healthcare, ils sont passés de 12 à 16 milliards de profits, notamment en étant l'une des pires compagnies d'assurance américaines en termes de taux de refus de remboursement des soins, qui sont estimés par plusieurs sources, dans leur cas, à plus de 32%. Vous imaginez? Ça veut dire qu'environ une demande de remboursement sur 3 auprès d'eux est refusée. Gardez en tête que les frais de santé aux États-Unis, c'est un peu comme la scolarité privée, ça rigole zéro. Donc c'est pas des petits montants. Et encore une fois, j'énonce tout ça pas pour dire que c'est bien ce qu'a fait Mangione, mais pour essayer de comprendre les causes et les conséquences possibles de son acte. Pas tant pour les États-Unis d'ailleurs, parce que moi en fait c'est pas mon pays et donc ça m'intéresse que relativement, mais aussi du coup pour ce que ça veut dire pour nous en France. Depuis plusieurs décennies maintenant, le modèle social français est pris d'assaut par une partie de nos soi-disant élites dans le but
plus ou moins assumé d'en faire quelque chose de moins solidaire, quelque chose d'un peu plus proche du modèle américain, basé sur un idéal méritocratique auquel personnellement je ne crois pas du tout. Alors oui, on en est encore loin en France, mais on va dans cette voie. La santé, l'éducation, les retraites, le chômage et même dans une certaine mesure les transports ou l'énergie, tout ça, ce sont des secteurs dans lesquels nos dirigeants successifs ont rogné en partant du principe que l'État-providence, c'est une mauvaise chose. Alors moi, je vais pas faire semblant d'être compétent en économie, j'y connais pas grand-chose. Ce que je connais un peu mieux, c'est la philo. Et philosophiquement, en particulier moralement, parce que la morale c'est un pan de la philosophie, je pense qu'on fait une grave erreur si on considère que le modèle social français, comme on a pu le connaître par le passé, ne mérite pas d'être préservé. Je pense qu'on fait une grave erreur si on considère que tous les secteurs doivent être dans des logiques de profit, de marge et de concurrence. Il suffit de regarder ce que ces changements de paradigme ont occasionné dans les EHPAD ou dans les crèches. Il y a des secteurs qui doivent échapper à ces logiques-là. Il y a des secteurs dont l'objectif ne devrait pas être le profit. Et ceux que j'ai énoncés, je crois, en font partie. Et justement, ces choix philosophiques, c'est un peu le thème central du pavé de Thomas Piketty, Capital et idéologie. Et pour conclure l'épisode, je voulais vous lire plusieurs extraits de ce bouquin qui est paru en 2019. Et ce qui me plaît dans l'approche de Piketty, c'est qu'il prend un angle un peu différent de celui purement marxiste auquel on est habitué à gauche. Parce que lui, il arrive en disant, en fait, si les idées, ça joue aussi, et tout n'est pas juste une question de positionnement social et de conditions matérielles. Alors je pense que c'est assez pertinent dans le contexte de l'assassinat de Brian Thompson de voir les choses sous cet angle, puisque comme on l'a vu, Luigi Mangione, c'est pas du tout un prolétaire, c'est quelqu'un qui vient d'un milieu extrêmement favorisé et qui pourtant semble avoir fait ce qu'il a fait. Qu'est-ce qui pourrait être à l'œuvre en premier lieu, si ce n'est son idéologie? Bref, je vous lis tout de suite ces extraits conclusifs que j'ai condensés un peu pour que ça reste digeste, et donc on va terminer l'épisode là-dessus. Je vous souhaite d'ailleurs de bonnes fêtes en passant, et désolé pour ce mur de texte final. Je cite. L'histoire de toute société jusqu'à nos jours n'a été que l'histoire de la lutte des classes, écrivaient Friedrich Engels et Karl Marx en 1848 dans le manifeste du Parti communiste. L'affirmation reste pertinente, mais je suis tenté, à l'issue de cette enquête, de la reformuler de la façon suivante. L'histoire de toute société jusqu'à nos jours n'a été que l'histoire de la lutte des idéologies et de la quête de la justice. Autrement dit, les idées et les idéologies comptent dans l'histoire. La position sociale, aussi importante soit-elle, ne suffit pas à forger une théorie de la société juste, une théorie de la propriété, une théorie de la frontière, une théorie de l'impôt, de l'éducation, du salaire, de la démocratie. L'histoire de l'inégalité ne saurait se réduire à un éternel affrontement entre les oppresseurs du peuple et les fiers défenseurs de ce dernier. Elle repose de part et d'autre sur des constructions intellectuelles et institutionnelles sophistiquées, qui ne sont certes pas toujours exemptes d'hypocrisie et de volonté de perpétuation de la part des groupes dominants, mais qui méritent néanmoins d'être examinées de près. À la différence de la lutte des classes, la lutte des idéologies repose sur le partage des connaissances et des expériences, le respect de l'autre, la délibération et la démocratie. Personne ne détiendra jamais la vérité absolue sur la propriété juste, la frontière juste, la démocratie juste, l'impôt ou l'éducation juste. L'histoire des sociétés humaines peut se voir comme celle de la quête de la justice. Seule la confrontation minutieuse des expériences historiques et personnelles et la délibération la plus étendue peuvent permettre de faire des progrès dans cette direction.